Le cliquetis du métal résonnait dans le camp, comme si l'air lui-même tremblait de tension. Sous un soleil de plomb, alors que les pierres sous leurs pieds brûlaient déjà la plante de leurs pieds, des centaines de guerriers brandissaient des épées qui pesaient 2 fois plus lourd que celles de combat. Non pas pour le spectacle, non pas pour la force, mais pour la survie. Pourquoi les Romains transformaient-ils volontairement l'entraînement en torture? Qu'est-ce qui les poussait à combattre avec des armes qui pouvaient briser un bras si l'on trébuchait ne serait-ce qu'un instant? Et que se cachait-il derrière cette étrange cruauté qu'ils appelaient discipline, mais qu'ils ressentaient comme de la douleur? La réponse à cette question se trouve dans l'essence même de la machine militaire romaine. L'historien antique Végès écrivait que les légionnaires étaient entraînés à combattre avec des épées 2 fois plus lourdes que les vraies, afin que le combat réel leur paraisse plus facile que l'entraînement. Ce principe devint la pierre angulaire de la préparation de l'armée romaine. C'est ainsi que se forgeait l'endurance dont dépendait le destin de la légion. Ces épées s'appelaient rudis, des armes d'entraînement en bois, mais avec une lame alourdie, afin que la main du guerrier s'habitue à la charge maximale. Imaginez à quoi cela ressemblait. L'épée de bois, imprégnée de sueur, glisse dans la paume. Les muscles brûlent, le souffle se coupe, et le centurion ne donne aucun répit. Chaque coup était répété des centaines de fois, jusqu'à ce que le corps commence à bouger de lui-même, sans réfléchir, sans hésitation. Il s'entraînait non pas pour la force, mais pour l'automatisme. Pour qu'en pleine bataille, il n'ait pas à penser, seulement à agir. Cet entraînement n'était pas une légende romantique. Des découvertes archéologiques près de Carthage et de Mayence montrent des vestiges d'épées d'entraînement en bois, polies jusqu'à la douceur par des milliers de coups. Cela signifie que ce que Végès décrivait n'était pas simplement une belle métaphore, c'est la trace de leur sueur, séchée sur le bois. Les Romains appelaient cette approche du mot disciplina, non pas simplement discipline, mais un devoir sacré. Pour le légionnaire, elle signifiait plus que la vie. La violer, c'était trahir toute la formation, toute l'armée, tout l'empire. Le centurion veillait à ce que chaque coup, chaque pas, soit exécuté avec la même précision qu'un forgeron forge une épée. Ce système distinguait Rome de ses ennemis. Les barbares comptaient sur la fureur et l'assaut. Mais les Romains transformaient la guerre en un métier. Leurs entraînements ressemblaient à une torture mécanique, où le corps était brisé pour renforcer l'esprit. Les plus forts d'esprit survivaient. Les plus faibles s'évanouissaient dans l'ombre, sans laisser de nom. Mais c'est précisément de tels entraînements que naissaient ceux qui, par la suite, soutenaient l'assaut d'armées entières. Et pourtant, dans cette rigueur mécanique se cachait une énigme. Pourquoi pousser l'entraînement jusqu'à la limite de l'endurance humaine si l'ennemi mourrait de toute façon d'un simple coup? La réponse ne se trouve pas dans la bataille, mais dans le chemin qui commençait bien avant elle, dès le moment où le légionnaire enfilait pour la première fois son armure. Quand la jeune recrue entrait pour la première fois dans le camp de la Légion, il ne voyait ni gloire, ni or, ni futur triomphe. Devant lui, il y avait un fossé de boue, des collines de tentes et l'odeur de la sueur, du fer et de la viande fumée. C'est ici que sa vie commençait et que la précédente se terminait. Avant qu'on ne lui confie une véritable épée, il devait prouver qu'il était capable de supporter la plus rude école d'endurance du monde antique. La première chose qu'il recevait, ce n'était pas une arme, mais une pelle. Et non pas parce que les Romains ne savaient pas se battre, mais parce que chaque armée vivait dans un camp qui était construit à nouveau chaque jour. C'était un symbole d'ordre. Le camp devait être nivelé au pouce près. Le fossé, d'une profondeur spécifique, le mur de terre, d'une hauteur précise. Même le bivouac se transformait en entraînement. Les historiens écrivaient que les centurions vérifiaient que les soldats creusaient le fossé avec la même ardeur avec laquelle ils perceraient ensuite la formation ennemie. Ce n'est qu'après des semaines d'une telle préparation que la recrue recevait une épée d'entraînement, le lourd rudis, et un bouclier en osier qu'ils appelaient scutum. Ce bouclier mesurait près d'1,5 mètre de haut et pesait jusqu'à 12 kg. Mais pour l'entraînement, les centurions l'alourdissaient de pierres afin que les mains du soldat ne connaissent aucun répit. Sous le soleil d'Italie ou les pluies de Gaule, le légionnaire portait des coups sur des poteaux fichés en terre. Ces cibles en bois s'appelaient des pallis. Elles symbolisaient l'ennemi. Les coups devaient être portés avec précision, à la gorge, au visage, à l'aine, là où l'on pouvait tuer le plus rapidement. Végès écrivait que la norme quotidienne était d'au moins 2 heures d'entraînement continu avec les armes. Mais de nombreux chercheurs estiment qu'en pratique, les entraînements duraient plus longtemps, tant que le soldat pouvait tenir son épée. Le centurion ne comptait pas les coups, il comptait les erreurs. Chaque mouvement incorrect était puni publiquement, par la honte ou le fouet. Dans le camp, il n'y avait pas de place pour la pitié.
Rome forgeait des combattants, pas des hommes. C'est alors que le jeune homme apprenait ce que signifiait le mot centurio, un guerrier supérieur, responsable d'une centaine d'hommes. Mais en réalité, le centurion était plus qu'un commandant. Il était la discipline vivante, l'ordre incarné. Il veillait à ce que les pas soient synchronisés, les coups résonnent à l'unisson, le souffle ne se coupe pas. Il était l'instrument du système lui-même, dans lequel l'homme se transformait en une partie du mécanisme. Pour renforcer le corps, les légionnaires étaient forcés de marcher 25 km en armure complète. L'équipement s'élevait à près de 40 kg. Un casque de bronze, une cotte de maille, la lorica amata, un glaive, un pilum et 3 jours de vivres. Les physiologistes militaires contemporains comparent de telles charges au niveau de préparation des unités spéciales d'élite. Mais la différence est que les Romains le faisaient quotidiennement, sans soutien médical, sans repos, sans choix. Ces marches étaient appelées iter magnum, la grande marche. En une journée, ils parcouraient une distance que l'homme moderne considérerait comme une torture. Et pourtant, lorsqu'ils s'effondraient le soir près des feux, personne ne grommelait. Le silence faisait partie de la discipline. Seul le bruit des pierres à aiguiser et de rares ordres rompaient le silence. Les centurions faisaient le tour du camp, vérifiant que les épées brillaient, même la nuit. Dans les couches archéologiques sous Glastonbury, plus d'une douzaine de fragments d'épées en bois lesté ont été découverts. Ils gisaient à côté d'ossements d'animaux, témoignant de la vie du camp. Cela signifie que même loin de Rome, les légionnaires ne cessaient pas leurs entraînements. Chaque coup, chaque goutte de sueur les préparait non seulement au combat, mais aussi à l'obéissance. Et c'est là que résidait la grande logique de l'armée romaine. L'entraînement plus difficile que le combat. Si tu as survécu au camp, tu survivras aussi sur le champ de bataille. Mais même ce principe avait sa suite. Car un jour, les coups légers sur les poteaux de bois étaient remplacés par du véritable fer. Et alors, une légère erreur ne coûtait plus le fouet, mais le sang. C'est ainsi que commençait l'étape suivante, la plus cruelle, l'entraînement en formation réelle, où chaque pas décidait non seulement du sort d'un homme, mais aussi de la survie de toute la ligne romaine. À l'aube, l'air du camp résonnait du métal. On entendait le bruit sourd des épées sur les boucliers, le fracas des pas, comme si la terre tremblait sous le poids de la discipline romaine. C'était le jour des exercices de manœuvre, le moment où chaque légionnaire se transformait en une partie de la machine de guerre vivante. Si auparavant il frappait un poteau de bois, maintenant se tenaient à ses côtés des hommes comme lui, et tout mouvement incorrect pouvait briser la formation. Le centurion marchait le long de la ligne, le regard froid. L'erreur d'un seul, la perte de tous. Ces mots s'imprimaient dans la mémoire de chaque homme qui tenait une épée. Les Romains appelaient un tel entraînement exercitatio, l'élaboration systématique de techniques au sein d'une unité. Mais ce mot signifiait plus que exercice. C'était une épreuve au cours de laquelle l'interdépendance se forgeait. Chaque guerrier devait savoir comment maintenir la formation, comment lever le bouclier quand le corps sonnait, et comment marcher en un seul rythme, même lorsque la terre sous les pieds était couverte de sang. Polybe écrivait que l'armée romaine l'emportait non par le nombre, mais par sa capacité à se mouvoir comme un seul corps. Pendant des heures, les soldats restaient en formation sous un soleil de plomb pour y parvenir. Le centurion commandait, et la formation avançait, puis reculait, puis se déplaçait latéralement, telle une vague qui ne se brise pas mais contourne les obstacles. Cette habileté coûtait des vies. Si un bouclier était levé trop bas, la lance de l'ennemi traverserait la formation, et le voisin périrait. C'est pourquoi les entraînements étaient poussés à l'automatisme. Les muscles devaient tout retenir par eux-mêmes. L'une des formations les plus célèbres s'appelait testudo, la tortue. Lorsque les légionnaires levaient leurs boucliers au-dessus de leur tête et les joignaient sur les côtés, ils se transformaient en une boîte de bronze, impénétrable aux flèches. Mais pour obtenir une tortue parfaite, il fallait des semaines d'entraînement. Les boucliers devaient se joindre étroitement, comme des écailles, sans interstice. Les historiens notent que cette forme de formation sauvait les Romains sous une pluie de flèches en Gaule et en Parthie, où les ennemis tiraient d'en haut. Un faux pas brisait toute la formation, et alors même les guerriers expérimentés périssaient. Pour de tels exercices, il existait des champs spéciaux, le Campus Martius, le champ de Mars. Ici, la terre était recouverte de sable, afin que les chutes ne brisent pas les os. Mais il tombait rarement. Le centurion veillait à ce que personne ne tombe. Tomber, cela signifiait s'affaiblir, et la faiblesse n'avait pas droit d'exister dans l'armée romaine. Des découvertes archéologiques près de Cologne ont montré des zones de terre polies avec du sable tassé, des traces de terrain d'entraînement. Les scientifiques supposent que des centaines de guerriers s'y exerçaient quotidiennement. Une couche de cendres témoigne. Les feux brûlaient même la nuit, car les entraînements ne cessaient pas au coucher du soleil.
Les légionnaires répétaient les signaux du clairon, les changements de formation, les attaques surprises. Le clairon, ou cornicène, était le nerf de l'armée. Ces signaux remplaçaient les mots. Un son, se réorganiser. 2, attaquer. 3, se retirer. Le centurion se contentait de veiller à ce que les ordres soient exécutés instantanément. Cette précision silencieuse frappait même les ennemis. L'historien grec Diodore écrivait que les Romains se déplaçaient sans cri ni chaos, comme s'ils n'étaient pas des hommes, mais un mécanisme. Un tel silence était plus effrayant que n'importe quel cri de guerre. Il signifiait le contrôle. Dans ce contrôle se cachait la philosophie de Rome, la victoire par l'ordre. Là où d'autres se précipitaient dans la fureur, le légionnaire levait son bouclier en biais, couvrait son voisin et attendait l'ordre. Il savait que sa vie faisait partie de la géométrie générale du combat. Pour atteindre cet état, les légionnaires répétaient les manœuvres pendant des heures. Polybée écrivait que pendant les exercices, les soldats exécutaient toutes les actions avec leurs armes comme s'ils étaient dans une véritable bataille. Ils lançaient des javelots, esquivaient des coups imaginaires, fendaient l'air avec leur épée en sentant son poids, et resserraient à nouveau la formation. Chaque jour, la même chose, jusqu'à l'épuisement. C'est ainsi seulement que les Romains créaient leur force invincible, non pas dans la lame d'acier, mais dans l'accord des mains, des pieds et du souffle de centaines d'hommes. Ils ne s'entraînaient pas simplement, ils apprenaient à faire partie d'un cœur unique, qui battait régulièrement et sans peur. Mais tout cela n'était qu'une préparation. La véritable épreuve commençait lorsque l'on allait au combat, non plus contre un poteau ni contre un camarade, mais contre un ennemi vivant, où tout ce qui avait été enseigné devait fonctionner en un seul instant. C'est là que se vérifiait le prix de chaque coup d'épée, plus lourde que la vraie, et de chaque goutte de sueur versée sur les champs de Mars. Lorsque le son de la trompette retentissait, le temps semblait s'arrêter. Dans le camp, on n'entendait ni conversation, ni rire, seulement le grincement des lanières, la respiration lourde et le cliquetis des armures. C'était le signal du début de l'entraînement au combat. Proelium imitandum, l'imitation de la bataille. Tout ce que les légionnaires avaient appris pendant des mois se combinait maintenant en une seule action, semblable à une guerre réelle. Mais ici, les ennemis étaient les leurs, et c'est précisément pourquoi ces entraînements étaient plus effrayants qu'un vrai combat. Plutarque écrivait que les Romains considéraient la préparation plus importante que la bataille elle-même, parce que celui qui verse sa sueur aux exercices verse moins de sang sur le champ. Ces mots résonnaient non comme un proverbe, mais comme une loi. Les centurions organisaient des combats entre les unités, où l'on utilisait de vrais boucliers et des épées, mais émoussées. De tels exercices étaient appelés armatura, un entraînement au combat en armure complète. Le poids des épées et des boucliers était même supérieur à celui du combat, afin que les muscles s'habituent à la lourdeur et le psychisme à la peur. L'un des termes dont les Romains étaient fiers était le gladius, l'épée courte du légionnaire d'environ 60 cm de long. Sa forme semblait simple, mais entre les mains d'un guerrier entraîné, elle devenait un éclair. Le coup était porté non pas d'en haut, mais d'en bas, court, précis, à l'abdomen. Les historiens notent que c'est précisément cette technique que les Romains pratiquaient pendant des heures. Non pas de larges moulinets comme chez les barbares, mais des coups dissimulés, rapides, qui tuaient instantanément. Lorsque la légion se rangeait pour l'entraînement, la formation ressemblait à un mur de métal. Les premiers rangs tenaient le scutum, de grands boucliers rectangulaires, les joignant en un monolithe. Derrière eux se tenaient les lanciers avec le pilum, une lourde lance de jet. Cette formation rappelait une forteresse vivante. Le centurion donnait un ordre, le clairon sonnait le signal, et les guerriers lançaient simultanément leurs javelots, puis tiraient leurs épées et avançaient. La précision des mouvements était frappante. Polybe écrivait que ce n'était pas un combat, mais un spectacle de force et d'ordre, où chaque erreur pouvait coûter à un homme sa carrière, ou le respect de ses camarades. Pour renforcer l'effet de peur, lors de tels entraînements, on utilisait de véritables éléments de chaos de combat. Les serviteurs allumaient des torches, créant fumée et chaleur, les tambours frappaient la peau, imitant le fracas de la bataille. Parfois, le centurion donnait délibérément des ordres confus, vérifiant à quelle vitesse les légionnaires pourraient se réorganiser. Une erreur commise, et le voisin vous repoussait, car la formation devait rester intacte. Chaque coup porté au bouclier résonnait dans toute la formation, comme si une seule énorme poitrine battait. Les découvertes archéologiques confirment les descriptions des auteurs antiques. Près du camp de Vindobona, Vienne actuelle, a été découvert un champ avec de nombreuses empreintes de lances et des traces calcinées, probablement le lieu de tels entraînements. Ce n'était pas seulement une préparation,
C'était un art de l'imitation. Les légionnaires devaient s'habituer à la fumée, aux cris, à l'odeur du sang. Les historiens estiment que lors de tels exercices, des blessures survenaient fréquemment, et parfois même des décès. Mais même le sang à l'entraînement était perçu comme faisant partie de l'idéal romain, la virtus, ce qui signifiait non pas simplement courage, mais une vaillance associée à la maîtrise de soi. Mourir pendant un exercice était considéré comme plus honorable que de vivre en lâche sur le champ de bataille. Le philosophe Sénèque écrivait qu'un Romain apprend de la souffrance, comme le forgeron du feu. Et effectivement, l'entraînement dans la Légion était une combustion constante. D'abord, le corps se brisait, puis la volonté, puis il ne restait qu'une seule chose, l'habitude. L'habitude de la douleur, de la fatigue, de la peur. Des historiens modernes, comme Adrian Goldsworthy, notent que c'est précisément un tel système qui a rendu les Romains invincibles. Leur force ne résidait pas dans les armes, mais dans le fait que leur esprit soumettait le corps. Ils ne combattaient pas, ils exécutaient des tâches, comme un mécanisme. Même en panique, ils restaient en formation. Et pourtant, dans cette efficacité inhumaine se cachait un paradoxe. Plus le légionnaire devenait mécanique, moins il restait d'humain en lui. On lui apprenait à ne pas sentir, à ne pas plaindre, à ne pas hésiter. Mais c'est précisément cette absence d'hésitation qui faisait de lui la principale arme de Rome. Et quand vint le moment de la véritable bataille, il ne distinguait plus où était l'entraînement et où était la guerre. Parce que pour eux, l'un et l'autre faisaient partie d'un même rituel infini de survie. Quand la Légion partait en campagne, la discipline ne s'arrêtait pas, elle ne faisait que s'alourdir. Chaque jour était comme la continuation d'un cauchemar d'entraînement. Seulement maintenant, au lieu des poteaux de bois, se trouvaient devant eux de véritables montagnes, des rivières et des ennemis. La guerre commençait bien avant l'affrontement avec l'adversaire. Elle commençait en marche. Les légionnaires se levaient avant l'aube. Ils démontaient le camp, pliaient les tentes, déchargeaient l'équipement et avançaient de 20 à 30 km par jour, portant sur eux tout ce qui était nécessaire à la vie et au combat. Leur surnom de Muli Mariani, les mulets de Marius, est né à l'époque des réformes de Caius Marius, lorsque chaque soldat devait porter son destin sur son dos. Le poids du fardeau atteignait 45 kg. Armes, casques, cottes de mailles, effets personnels, gamelles, nourriture, outils et une part des biens communs. Les soldats marchaient en colonne par 4, chaque pas était rythmé par le tambour et la trompette. Devant, les éclaireurs et les porte-étendards, derrière eux, les centuries, puis le convoi de ravitaillement. Les Romains appelaient un tel mouvement agmen ordinatum, c'est-à-dire la colonne ordonnée. Même en chemin, leur formation restait parfaite, comme si la terre elle-même obéissait au rythme romain. Polybée écrivait qu'en moyenne, une légion parcourait 20 000 Romains par jour, environ 30 km. Et après cela, elle ne se reposait pas. Le soir, les légionnaires construisaient le camp, chaque jour un nouveau, des fosses, une palissade, un fossé, des tours, des postes de garde. Selon le règlement de Végès, pas plus de 2 heures n'étaient allouées à tout cela. Le camp était un sanctuaire. S'il n'était pas construit selon les règles, le centurion de garde pouvait être exécuté à l'aube. Une telle combinaison de charges physiques et morales faisait des légionnaires presque des surhommes. Les physiologistes modernes ont calculé que les dépenses énergétiques d'un guerrier romain en campagne dépassaient 4500 kcal par jour, le niveau d'un marathonien qui court quotidiennement. Et pourtant les guerriers tenaient des semaines, des mois. Leur ration comprenait des céréales, du sel, du vinaigre, de la viande, un mélange simple mais nutritif. Selon les témoignages des archéologues, des restes d'animaux ont été trouvés dans certains camps, ce qui confirme que la viande faisait effectivement partie de la ration quotidienne. Mais la nourriture n'était pas la principale source de force. Le principal était la disciplina, cette règle sacrée qu'ils vénéraient. Dans le camp, il était interdit de parler fort, de laisser les armes non nettoyées, de discuter avec le commandant. En cas d'infraction, la punition était inévitable. Dans le meilleur des cas, la privation de la ration. Dans le pire, la décimatio. La décimation. Lorsque chaque 10e soldat était exécuté pour la lâcheté de toute l'unité. Ce rituel antique était plus effrayant que n'importe quel ennemi. Il maintenait la Légion dans l'obéissance non par la peur de la mort, mais par la honte devant les camarades. Les centurions, de leur côté, n'avaient pas le droit d'avoir pitié des hommes. On les appelait spina legionis, la colonne vertébrale de la Légion. Ils recevaient 2 fois plus de rations, mais portaient aussi une responsabilité 2 fois plus grande. Si un simple soldat tombait de fatigue, le centurion le relevait d'un coup de vitis, la vitis, symbole de son autorité. Ce bâton de vigne était plus redoutable qu'une épée.
Un coup porté avec elle était considéré comme une honte que l'on gardait en mémoire toute sa vie. Les archéologues modernes ont trouvé des fragments de bâtons de vigne et d'embouts métalliques, ce qui confirme que la vitis n'était pas un symbole, mais une véritable arme de discipline. Les historiens écrivent que c'est précisément cet instrument qui créait ce que nous appellerions aujourd'hui le moral des troupes. Parfois, pendant les marches, les centurions organisaient de courts entraînements directement en chemin. Lors de la halte, les légionnaires devaient pratiquer une manœuvre, une formation, un lancer de lance. Non pas parce qu'ils attendaient une attaque, mais parce que chaque jour sans entraînement était considéré comme un pas vers la défaite. Même pendant la marche, l'armée restait une école, où la leçon était la fatigue, et l'examen, la vie. Et pourtant ce sont précisément ces marches épuisantes, ce travail incessant et cette monotonie qui les rendaient invincibles. Quand ils arrivaient sur le champ de bataille, les ennemis voyaient des hommes fatigués, mais ils se trompaient. Devant eux se tenaient des machines, pour qui la douleur, la chaleur et la faim n'étaient pas des ennemis, mais une partie du service. Et quand enfin le fracas des tambours annonçait l'approche d'un véritable combat, le légionnaire comprenait, tout ce qu'il avait traversé n'était pas une punition, mais une préparation. Parce que l'attendait la dernière et la plus terrible épreuve, une véritable bataille, où la lourdeur de l'épée, avec laquelle il avait vécu des mois, devait se transformer en la légèreté d'un coup, décidant du destin de l'Empire. Enfin arrivait le jour pour lequel la Légion avait vécu. La guerre n'était plus un entraînement, et le sang n'était plus imaginaire. À l'horizon s'élevait la poussière, le soleil brûlait sur les casques de bronze, les trompettes appelaient à la formation. Tout ce qu'on leur avait appris devait maintenant s'incarner en un seul instant, quand l'homme cessait d'être un homme et devenait partie d'un mur qui bouge. La Légion se rangeait en 3 lignes. Devant, les Hastati, jeunes combattants. Derrière eux, les vétérans, appelés principes. À l'arrière, les plus expérimentés, les triarii, le dernier recours de l'armée romaine. Cette structure s'appelait Triplex Acies, le triple ordre. Polybe la décrivait comme une machine vivante, où chaque partie connaissait sa place. Et quand le clairon donnait le signal d'attaque, des milliers de pieds se mouvaient à l'unisson, comme si la terre elle-même se mettait en marche. Mais le secret principal ne résidait pas dans la formation. Il était dans la sensation de légèreté. Maintenant que le glaive pesait 2 fois moins lourd que le rudis d'entraînement, la main volait, comme celle d'un danseur. Chaque coup semblait léger, chaque parade instantanée. C'était pour cela qu'il s'était tourmenté pendant des mois. Transformer la lourdeur en légèreté. Les Romains croyaient que seul celui qui était habitué à la souffrance pouvait posséder une véritable force. César écrivait que les légionnaires se trompaient rarement au combat. Même lorsqu'ils perdaient des officiers, ils maintenaient la formation. C'est là que résidait le miracle de la machine romaine. Une armée sans tête continuait de respirer. Un centurion pouvait périr, mais sa centurie ne s'effondrait pas. Chaque soldat savait quoi faire. Il s'entraînait précisément pour cela, afin que la guerre ne les prenne pas au dépourvu. Plutarque rappelait que, lors de la bataille de Pharsale, les légionnaires de César combattaient comme s'ils s'entraînaient, sans mouvement superflu, sans panique, avec la précision d'un forgeron qui fait jaillir des étincelles du métal. Ils n'étaient pas des héros, ils étaient des artisans de la mort. Mais dans cet artisanat se sentait la grandeur. Chaque coup de glaive était comme une signature sous la loi de l'Empire, écrite avec le sang des ennemis. Quand la bataille se terminait, le champ était couvert de fumée et de silence. Les vaincus gémissaient, les blessés demandaient de l'eau. Mais les légionnaires ne se précipitaient pas pour aider. On leur ordonnait de nettoyer leurs armes, de ramasser les boucliers, de compter les morts. Même après la victoire, ni repos, ni célébration. Rome ne connaissait pas la pitié, car la pitié détruit l'ordre. Les historiens modernes appellent ce phénomène l'armure psychologique du légionnaire. Elle se formait non pas au combat, mais à l'entraînement. Des mois de douleur, de peur et de fatigue apprenaient à se transformer en action sans hésitation. C'était leur super pouvoir. Ce que l'ennemi appelait cruauté, pour eux, était un moyen de survivre. Des découvertes archéologiques sous Numance en Espagne ont montré un camp de l'armée romaine avec des rues presque parfaitement droites et des traces de feux de camp éteints. Les scientifiques notent, même en conditions de combat, les Romains maintenaient l'ordre comme sur une place d'armes. Ce n'est pas simplement de la discipline, c'est un mode de pensée où l'ordre est plus fort que la terreur. Quand le soir, après la victoire, ils retournaient au camp, tout recommençait. Nettoyage des armures, réparation des lanières, vérification des armes. Pour eux, il n'existait pas de fin de combat. Il n'existait que le service.
Et quelque part entre le cliquetis des pierres à aiguiser et le crépitement des feux de camp, résonnait la vérité de Rome. La force naît dans la répétition. Et c'est ici que se révèle la boucle même par laquelle tout a commencé. Pourquoi combattait-il avec des épées plus lourdes que les vraies? Parce que la lourdeur de l'épée, c'est la lourdeur du destin. Rome enseignait à ses guerriers à supporter l'invisible, afin qu'ils puissent vaincre le visible. Quand ils allaient au combat, leurs muscles connaissaient déjà la douleur, et leur esprit, le silence. Celui qui sait se taire sous le fardeau de la douleur est déjà invincible. Et maintenant, ayant appris cela, il ne reste qu'une seule question. Si vous vous teniez à leur côté, sous le soleil, avec une charge de 40 kg sur les épaules et une épée qui brise le bras, auriez-vous tenu ne serait-ce qu'un jour dans la formation romaine? Car la force de ces hommes ne résidait pas dans le fer, mais dans le fait qu'ils avaient appris à être plus forts que la souffrance elle-même. Et peut-être est-ce précisément pour cela que Rome est tombée non pas à cause de ses ennemis, mais parce qu'elle a cessé d'enseigner à ses fils à tenir une épée, plus lourde que nécessaire,